dans un espace qui précisément n'admet pas de parole. Vous voyez comme ça va être facile. Bon. Donc elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Ce bouquin, je n'ai plus que cet exemplaire. Il a été fait au moment du Covid. Et ce qui fait que à la sortie, j'ai pas pu le défendre. Alors que j'y tenais beaucoup parce que c'est pas juste par coquetterie d'auteur, mais je pense avoir touché quelque chose que j'ai jamais lu dans les livres qui s'intéressent à la couleur. Alors, pour rentrer dans le sujet, la véritable question que je me pose, parce que c'était pas destiné à publication, j'ai pris des notes et des notes et des notes pendant des années autour de mon travail de peinture. C'est des questions que je me posais à moi-même, j'essayais de répondre, et en fait le fait d'écrire ça aide déjà à y voir un peu plus clair. Et à un moment donné, c'était suffisamment mis en perspective pour que je puisse faire un texte. Je me suis dit, bon bah allez, on fait un texte. La question que je me pose en tant que peintre, c'est est-ce que l'émotion qu'on éprouve face à la couleur peut admettre une explication rationnelle? Pourquoi ça agit? Comment ça agit? Et qu'est-ce qui ordonne tout ça? Est-ce qu'il y a une construction rationnelle qui peut rendre compte du fait qu'on réagit à la couleur? Donc ça, c'est la question centrale. Pour inaugurer le propos, j'avais retenu deux citations. La première, c'est Chardin. Un jour il y a une grosse querelle, comme d'habitude, qui a duré des dizaines d'années sur le dessin et la couleur. Hein. Et on interroge M. Chardin, coloriste éminent, et il répond, mais qui vous a dit que l'on peignait avec la couleur? On peint avec le sentiment, et on utilise la couleur. Un peintre qui est aussi rigoureux dans la construction de ses tableaux, le fait qu'il mette au sommet de la pyramide le sentiment, c'est quand même... Et qu'est-ce que c'est le sentiment? C'est là toute l'affaire. Et puis à un moment donné, quand je lisais les lettres de Van Gogh que j'ai lues je ne sais plus combien de fois, Van Gogh décrit à Théo un panier de pommes. Et c'est le moment où il découvre la loi des contrastes. Hein. Il arrive à Paris, il découvre les impressionnistes, il découvre la loi des contrastes, les complémentaires, hein, entre le rouge et le vert, etc. Et il dit à Théo, si j'ai pu obtenir ce rouge très coquin de certaines pommes dans le panier, c'est parce que j'ai mis à côté un vert rouge, un vert rompu par du rouge. Et il termine en disant, il y a bien une raison pour qu'on trouve beau ce qu'on trouve beau. Donc toute la question est là. Comment se fait-il qu'on trouve ça beau? C'est quoi beau en matière de couleur? Bon, pour Van Gogh, c'était évident, c'était l'histoire de contraste des complémentaires. Et c'est la science qui répondait, c'était la loi de Chevreul. On va voir ce que c'est la loi de Chevreul pour ceux qui auraient encore des doutes. Mais bon. Je ne connais pas. Alors on va découvrir. La première pierre qui fonde l'exposé que je veux vous faire, il faut que j'introduise ce qu'on appelle le corps inconscient. Françoise Dolto a fait un bouquin qui s'appelle Le corps imaginaire, je ne sais pas pourquoi elle l'a appelé comme ça. En fait, il s'agit du corps inconscient. C'est quoi le corps inconscient? Et elle donne un très bon exemple. Elle vous dit, voilà, vous descendez l'escalier et brusquement la lumière s'éteint. Et bien vous continuez à descendre parce que vous avez des yeux dans les orteils. C'est ça le corps inconscient. Ça veut dire qu'avant qu'on ait un schéma de corps, vers l'âge de 3 ans, qu'on le découvre dans le miroir, et que maman vous dit, j'espère qu'elle ne vous dit pas, c'est Jojo dans le miroir, il faut qu'elle vous dise, c'est ton image qui est dans le miroir, parce qu'on est déjà en morceaux. Hein. Le fait d'assembler les morceaux et pouvoir se déduire de l'image du miroir, là vous commencez à avoir un corps qui est le corps que nous connaissons, c'est-à-dire le corps de l'académie. Bon, ce corps anatomique, on l'acquiert, il est construit. Mais avant ce corps, il y a un autre corps, c'est le corps inconscient. Le corps inconscient, c'est celui dont je vous parlais avec Dolto, mais il est aussi dans les dessins de Picasso. Quand Picasso fait ses figures, ses corps, il est en train d'essayer de dessiner ce corps inconscient. Il y arrive plus ou moins. Mais le corps inconscient, il est chez Van Gogh. Quand Van Gogh peint un paysage,
il est en train de peindre le corps du pays. C'est un corps, et c'est pour ça que c'est tellement fort. C'est un corps qu'il peint. Les troncs d'arbres, toutes ces rugosités, c'est de l'organique. Il y a du corps. Le corps inconscient, c'est encore ce que dit Yehudi Menuhin quand il dit ben, je commence à jouer, mes mains savent ce qu'ils ont à faire, et à un moment donné, c'est la musique. Et là, oui, le corps est soulevé. Donc ce corps inconscient, il est d'abord soulevé par la voix de la mer, plus exactement par la musique de la voix de la mer, ce qu'on appelle la prosodie. Hein, c'est ce chant qui soulève le corps, ce chant qui ne devrait jamais cesser, qui ne cesse pas, sauf quand la dépression arrive et que le corps tombe dans le trou, et là il se met à peser des tonnes. Vous êtes porté par une musique, constamment. Elle s'enrichit. Le corps inconscient, c'est une surface sensible qui n'arrête pas d'emmagasiner des traces. Je ne sais pas si on peut parler de traces, mais je vais dire ce mot comme ça. Parce que je pense que ces traces, ce sont véritablement des réservoirs de pulsions. Ça n'arrête pas de pousser. Tout ce que vous avez perçu hein, entre 0 et 3 ans, ce sont ces traces qui s'inscrivent à la surface du corps inconscient. Ce corps, il a un schéma aussi. Dans l'exemple de Dolto, elle part de la pince du haut pour parler de la bouche, la pince du bas pour le rectum. Il est schématisé. Il y a un corps de base qui existe avant que vous preniez conscience d'avoir le corps de l'anatomie. Et il colle au corps de l'anatomie, et à l'interface, il doit y avoir des points de capiton, comme pour les matelas. Hein. C'est Lacan qui parle de ça. Bon. Et quand vous tombez malade, c'est le corps inconscient qui s'en mêle. Il s'exprime. Problème de la psychosomatique. Pourquoi je vous raconte tout ça sur le corps inconscient? Parce que c'est là que la couleur agit. Je me situe le propos, contrairement à tout ce que font les historiens de la couleur, tous les gens qui parlent de la couleur, ou même qui font de la critique, ils sont déjà dans le langage. La couleur a été nommée, il y a des chaînes de signifiants, et on parle du jaune chamois, du vert, de tout ce que vous voulez, des accords. Une fois que la couleur est rentrée dans le langage, c'est-à-dire qu'on a pu nommer les sensations, eh ben, c'est une autre histoire qui commence. Moi, je suis avant. J'ai été obligé d'aller avant ça. Parce que sinon, je pouvais rendre compte de rien, de ce que je ressentais, de ce que je voulais comprendre. Donc, nous sommes dans un domaine, comme je vous le disais au début, on est avant le langage, avant les chaînes signifiantes, on est dans les perceptions qui deviennent ensuite des sensations. Commencer par percevoir quelque chose, ce quelque chose s'inscrit, on ne sait pas trop comment. Bah, bébé a mal au ventre. Il y a une barre, il hurle. Maman arrive, toi tu as faim. Et elle a prononcé le mot, et là, il va pouvoir penser ce qui va devenir une sensation. C'était une perception, ça devient une sensation. C'est nommé, c'est rentré dans la chaîne signifiante. Ça porte un nom. Et là, il peut commencer à penser. Pour lui-même, prochaine fois, il saura. Puis il va en jouer, parce que... Bon. Donc, si on ne rentre pas dans ce champ du perçu et du senti, on ne peut pas apercevoir comment la couleur fonctionne et comment elle agit. C'est important que je vous le dise comme fondement du raisonnement auquel j'ai été amené. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire? Oui, il y a Novarina, par exemple, le metteur en scène, quand il veut parler du corps de l'acteur. Hein, le corps de l'acteur, comment il le décrit? Ce paquet de chair troué par sa colonne d'air qui expulse des phrases vibrantes. Paquet de chair, vibration, corps inconscient, le voilà. C'est à ça qu'on a affaire, si on veut rendre compte de ce qu'on ressent en face de la couleur. Et de la même manière qu'on est sensible à la mélodie de la voix et à la musique, on est déjà sensible à la couleur perçue. Ce qu'on perçoit très tôt, qui ne va pas arrêter de s'inscrire après. Je vais arrêter là avec le corps inconscient, mais on doit l'enrichissement de ce concept et sa saisie à Alain Didier Weil,
qui parlait de la musique pour rendre compte de cette histoire, et il disait, dès que vous entendez 3 notes de musique, il y a en vous un sujet qui se lève et qui répond à la musique, tu es en moi, chez toi. Voilà, c'est comme ça que le corps est porté. D'accord? Il s'est beaucoup intéressé à la danse aussi. Comment se fait-il que le danseur décolle sur le 3e pas, hein, quand le danseur se retrouve suspendu en l'air? Qu'est-ce qui le porte? Donc c'est pas le sujet de la parole, on est avant la parole. Hein. C'est ça qui est important à retenir. Alors, pour faire avancer notre petite affaire, il faut se rappeler que nous ne rencontrons jamais la couleur. La couleur, le rouge, le bleu, ça n'existe pas, c'est une convention. Van Gogh le dit très bien, dans la vie, dans la réalité, nous ne rencontrons que des tons. Tonos, en grec, c'est la force. Si je parle à un bébé et à un chien, et je leur dis « Qu'est-ce qu'il est mignon !» C'est le ton qui fait sens. Ce n'est pas le sens des paroles. Hein, c'est le ton. Et lui, c'est l'exception. Il comprend les mots. Il dort peinard. Non, mais il comprend les mots. Voilà. Voilà. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est de ce corps-là qu'on parle. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors ensuite, on va s'intéresser à la fois au singulier de la science, puisque la science entre en ligne de compte là-dedans, et à l'histoire de l'humain, 500 000 ans d'existence, les premiers hominiens, ça doit remonter par là, et même avant, les ancêtres de ceux-là étaient déjà influencés par quoi? Ils se lèvent, ils parcourent le ciel, ils se couchent. Il fait nuit. Alors multipliez 500 000 par 365 lever de soleil et coucher de soleil, et vous allez voir que ça va imprimer quelque chose au niveau du corps, chez tout le monde. Nous avons en nous, comme il y a la chronobiologie, il y a une chromobiologie. Nous savons par le sensible à quel moment du jour on se trouve. La présence de l'astre, elle nous dit tout le temps, par la distribution de la couleur qu'on perçoit, même quand on regarde le ciel ou qu'on regarde ailleurs, il y a cette sensibilité à la présence, absence de l'astre. Ok? Ça, c'est inscrit. Alors, si je tourne mes batteries vers la question de la couleur techniquement, il est plus que vraisemblable que nos ancêtres lointains ont commencé par inventer quelque chose qui est la bichromie. C'est-à-dire quoi? Mettre une tache sombre sur une surface claire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant ça? Première symbolisation de l'astre. Il apparaît, il fait jour, il fait clair, il disparaît, noir, nuit. Le premier humain qui a collé une surface sombre sur une surface claire pour dire ça, il est rentré dans la symbolisation. C'est-à-dire qu'il s'est émancipé de ce machin sur lequel on ne peut rien. Hein, ça va, ça vient, ça disparaît, ça réapparaît. La symbolisation, la première, elle vient dans la bichromie. Sombre sur clair, clair sur sombre, deux tons proches. Et pendant des centaines de milliers d'années, les représentations vont utiliser du pigment. Alors il peut entrer trois tons dedans, etc. Les mains sur lesquelles on crache. Le début de la représentation démarre là-dedans, dans le clair et le foncé, et toute notre sensibilité à la peinture aujourd'hui, même n'importe quand, on est plus sensible toujours aux histoires de contraste de valeurs, le clair et le foncé. On est toujours plus sensible à ça. Braque l'a écrit en toutes lettres. Donc on a un premier levier de compréhension qui nous dit ça se passe dans le contraste, du clair à l'obscur. Ça c'est le premier axe de compréhension de... Il se trouve que c'est relié à la question de l'objet total lumineux qui parcourt le ciel. La vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse ferme et définitive, c'est comment on a fait pour basculer de cette bichromie à la polychromie.
qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y avait des peuples qui disposaient de pigments, les Égyptiens, les Babyloniens, il y avait du pigment, il y avait du bleu, il y avait des jaunes, il y avait des verts. Et les peintres de l'époque ont tout de suite senti comment ça s'agençait pour nous faire des équilibres chromatiques stupéfiants. Les anciens tombeaux égyptiens étaient en noir et blanc, beaucoup, hein, vous verrez, et puis ça passe à la couleur. C'est attesté dans beaucoup de civilisations. Je ne sais pas comment on a basculé du noir et blanc, du contraste de valeur, au contraste de tons colorés. La couleur agit autrement. C'est-à-dire on est passé d'un ancien régime à un nouveau régime. Mais il se trouve que dans le nouveau régime, c'est-à-dire le régime de la couleur, la polychromie, il faut trois. Il faut au moins 3 couleurs pour que ce soit polychrome. Le nouveau régime, il récupère l'ancien régime. Hein, dans tout ce que je peins moi ou n'importe qui, il y a des contrastes de valeur. Le rouge foncé, le rouge clair. Il y a les contrastes. Donc l'ancien régime s'est infiltré, il est récupéré. Comme disent les philosophes, il est subsumé par le nouveau régime. Donc, le monde de la couleur, la question que je me suis posée évidemment, c'est comment fait la couleur, quand on s'exprime en couleur, on arrive à dire quoi? Présent, absent. Le soleil, il est là, il disparaît. Comment on fait quand on doit dire ça en couleur? Eh bien, on le sait, puisque les psychanalystes le savent. Toute la théorie psychanalytique, elle est fondée sur la question de la séparation. Comment l'enfant se sépare de sa mère. Si c'est une déchirure, il n'y a pas de séparation, ça ne marche pas. Il faut un travail de séparation. Et ce travail de séparation du sujet entre ce qui le contient, parce que sa mère est un monde, ce n'est pas une personne. Ça devient une personne, mais c'est d'abord un monde. Et bien ce travail de séparation, il est fait par le langage, par le symbolique. On a vu que l'ancêtre qui a inventé le noir et blanc est rentré dans le symbolique, début de langage. Et dans la couleur, comment ça marche? Je fais un petit arrêt parce qu'il faut dire quelque chose de plus. C'est la grande affaire d'une vie humaine, la séparation. Il se trouve que le modèle physique nous fiche sur la gueule. Il y a tout le temps une apparition-séparation avec le soleil. On peut rien, c'est comme ça. Pour s'humaniser, on est obligé de passer par ce travail de culture. Travail de séparation, symbolisation. Donc, comment fait la couleur pour faire ce travail? Eh bien, il suffit de regarder qu'est-ce qui marche. Ce qui marche, c'est quand vous mettez... Alors, la noix de chevreuil, je vous la présente pour que ce soit plus clair, puisque tout le monde n'est pas forcément féru de la chose. Chevreul est un physicien qui a repris l'expérience qu'avait fait Newton. Faire passer un rayon lumineux dans un prisme en cristal. Et en faisant ça, il a séparé les couleurs. Ce qu'on voit dans l'arc-en-ciel. Hein. Donc il a retrouvé la gamme des couleurs séparées par le prisme lumineux. Chevreul a inventé un truc, puisqu'il avait constaté que quand on mettait un violet en face d'un jaune, on avait un contraste maximum, ou un rouge devant un vert, pareil, un bleu devant un orangé, contraste maximum. Et il a fabriqué ce cercle, vous savez, il les a mis en cercle. Voilà. Donc là, on voyait automatiquement que quand on est dans un bleu-violet, on se retrouve, on trouve la complémentaire, ce qui s'appelle la complémentaire, en face. Donc c'était bien utile ce truc, parce que ce qui est très étonnant, et c'est là où j'ai marqué un temps d'arrêt, j'ai dit, mais, parce qu'en discutant avec un copain qui s'appelle Garel, un copain peintre, je lui parlais de la couleur à ce moment-là, il me dit, mais si je trouve 2 tons qui se tiennent déjà dans le tableau, je suis content. Pourtant, Garel, il est à l'académie, hein. C'est pas un manchot. Bon, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et un jour, je parlais avec M. Fédida, qui était en face de moi, c'est un psychanalyste, et je lui parle de cette histoire de complémentaire.
Il me dit oui, c'est quand deux tons disent maman. Oh, j'exagère. Mais la jubilation qu'on éprouve lorsque deux tons s'harmonisent, c'est qu'elle est là. Maman est là. Ça va. Moi qui Voilà. crie tout le temps maman, Voilà. c'est bon. D'accord? Et ce qu'il fallait comprendre, c'est là où j'ai ma petite revendication de paternité de quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous collez deux tons qui disent maman, eh ben ils ne sont pas deux, ils sont trois. Un mauvais point. Moi, je dis Mais ils vont faire un, tu as Ah raison. Un bleu et un violet qui se font face, ils disent maman, pourquoi? Pourquoi ils sont trois? Parce que pour faire violet, il faut un jaune et un rouge. Donc ils sont toujours trois. Quoi que je fasse, il faut au moins trois pour arriver à l'harmonie. Et si on fait l'expérience, je vais vous la décrire plus précisément, ces deux tons qui se répondent et qui font l'harmonie, qui font la présence de la jubilation que nous éprouvons, en réalité manifestent la lumière invisible. Et complémentaires quand elles sont dosées correctement, parce que le pigment est sale. Si on le fait avec des spots lumineux, si on croise rouge, jaune, bleu, on a la lumière blanche. Elle n'est pas blanche, elle est invisible. C'est l'objet total. Donc, lorsque deux tons s'harmonisent, on récupère la lumière totale. Ou on récupère l'absence de lumière totale, c'est-à-dire soustraction de l'expérience, vous obtenez soit la lumière blanche, transparente, soit le noir absolu. On retrouve l'ancien régime, il est là, noir, blanc. Donc le 3 de la couleur, c'est ce qui permet de dire réunion, jubilation, ou séparation déprimante. Présence, absence. Pour le dire en couleur, il faut 3. Ou 4, ou 5, ou tout ce que vous voulez, mais il faut au moins 3. Vous vous tournez vers les musiciens. J'interroge des gens qui font de la musique. Oh ben eux, pour faire une harmonie musicale, il faut 3 notes, mon coco. Tiens, comme c'est curieux. J'interroge un nez de parfumerie. Ah oui, oui, ben, il y a la note de tête, la note de cœur, et puis il y a la troisième note vraiment dégueulasse, qui sent la serpillière, la vieille serpillière pourrie. C'est le troisième terme. Donc ce 3, c'est pas possible qu'il soit là par hasard. Ce 3, cette trinité, c'est à la fois l'objet, les deux, la mère, l'enfant et le séparateur. Le triangle, il est là le 3. Il se trouve que les lois physiques du soleil recoupent les lois psychiques de la psychanalyse qu'on a. C'est assez stupéfiant, mais voilà sur quoi je suis tombé. Et à partir de là, on peut avoir une lecture ou une vision assez différente, parce que quand vous lisez les ouvrages sur la couleur, ils vous disent « Ah oui, mais alors le vert représente le calme. » Oui, c'est vrai qu'il a un effet, mais ça c'est le vert de la culture, c'est le vert qu'on a appris après. On est capable de discriminer des centaines de verts. Le bleu, on lui donne un sens, mais pourquoi le bleu, toutes les polices du monde sont en bleu? Pourquoi c'est l'ordre et la stabilité, le bleu? Parce que c'est le moment où on peut oublier le soleil, il est là, la mer, le soleil, le ciel, le bleu est là. On vit notre vie. Il y a la stabilité là. Mais quand le soleil commence à apparaître et que ça pointe des petits jaunes à l'horizon, le jaune a quelque chose à voir avec l'espoir. C'est la lumière qui est la plus proche de la lumière totale. Les jaunes sont du côté de l'espoir. Quand il y a du rouge qui rentre dans le truc, le rouge, c'est la couleur du mouvement. C'est la couleur de la poussée musculaire, c'est la couleur de la pulsion, c'est la couleur... On le voit en mouvement que quand il est rouge. À l'aube et au crépuscule. Donc le rouge est très très connotant de la pulsion pour nous, de la motricité en tout cas. C'est comme ça qu'il faut lire la réaction que nous avons à la couleur. Après, ça se complique terriblement parce que vous rompez un ton, vous mettez du blanc, du noir dedans et vous partez. C'est très compliqué.
on ne peut pas prétendre rendre compte de tout, mais c'est gouverné foncièrement par rendre présent l'objet du désir et signifier son absence, sa perte. Et ça, dans la couleur, ça se fait par le 3. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire par rapport à s'il peut vous en rester quelque chose pour penser vos sensations. Et j'ai apporté ça parce que ça, je ne sais pas si je délire ou si ça se tient, vous allez me le dire. Voilà. Ce truc que j'ai au mur depuis très longtemps, vous le connaissez par cœur, eh ben, c'est pas de la bichromie, bizarrement. Il n'y a que 2 tons, en fin de compte. Il y a des bleus et des jaunes. Les jaunes, ils sont tous ces ocres-là. Quel est le sujet du tableau? Elle est enceinte et elle lit une lettre. Donc il y a un absent là. C'est lui qui a écrit. J'ai 2 tons colorés essentiellement, des violets des fauteuils, le bleu de la robe. Si vous faites une copie du tableau comme je l'ai fait moi, vous apercevez qu'il n'est pas si froid que ça. C'est-à-dire qu'il y a du rouge là-dedans. Il y a du rouge partout, mais on ne le voit pas. Il y a du rouge dans les jaunes, il y a du rouge dans les bleus, et le rouge est absent. Tu peux le tourner par là un peu. Voilà. Voilà comment Vermeer, inconsciemment, a utilisé la couleur pour nous dire l'absent, celui qui écrit. Le 3, le 3e terme. Bébé, maman, et l'appel au père. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci. Ah, bravo. Merci, Joël. Et c'est sur la couleur psychique. Voilà. Et Jo, il y a une question, forcément, qui vient. Vas-y. Je demande, tu sais bien que tous les spécialistes de Rimbaud, jamais ils se sont mis d'accord sur la question de savoir si dans ce fameux sonnet des voiliers, il y avait une quelconque logique. Est-ce qu'à partir de ce que toi tu as proposé, tu penses qu'il y en a une? Alors, cette attribution, cette allocation de couleurs à des lettres. A rouge, E blanc, Oui, etc. parce que ça ressemble à ce que tu dis par rapport à. Alors, tu as mis le doigt sur quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que dans l'état infantile, entre 0 et 3 ans, le corps inconscient est l'objet de la kinesthésie. Ouais. C'est-à-dire qu'un bébé qui voit une couleur, il l'associe à une odeur, il l'associe à un son, il l'associe à un contact. Tact. Donc il y a une kinesthésie totale chez le tout petit. Et après, ça va se séparer. Et quand on interroge des gens qui ont gardé ça, parce que ça existe, hein, les kinesthètes, là, les gens qui... Et bien quand on les interroge, ils ne sont jamais d'accord pour dire le rouge ça fait tel son, C'est ça, ou le bleu. Donc c'est contingent. Il n'y a pas de loi pour ça. C'est contingent. C'est la rencontre fortuite qui s'est inscrite en eux qui leur font dire un triangle c'est jaune. Ou bien tel son c'est telle odeur. Donc là, ça relevait de la singularité d'Arthur. Oui, c'est la rencontre que lui a faite avec ces sensations-là. Oui, on l'a constaté, parce que c'était très curieux d'interroger ces gens-là. Il n'y a même pas d'occurrence statistique qui te font retomber sur tes pieds. Ce que tu appelles le corps inconscient, c'est l'image inconsciente du corps. Oui, c'est ce que Dolto... Dolto, elle a parlé de l'image inconsciente du corps. Oui, mais l'image ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, c'est la sensation qui m'intéresse. Oui, mais a priori, il n'y a pas de sensation de perception qui soit pas cadrée chez l'humain par le langage. Justement, on est hors langage, c'est ce que je dis. Non, mais je ne dis pas ça. Contraire. Comment on peut avoir de la perception ou des sensations sans langage? Mais parce que tu n'en prends conscience que quand c'est nommé. Ah, mais le langage, c'est pas forcément conscient. Ah ben, moi, je ne m'avance pas pour dire que la peinture est un langage. Hein. C'est une symbolisation. Je m'arrête là. Je ne dirai pas c'est un langage. Ça devient le langage d'un tel ou un tel quand il l'utilise. Mais c'est la faculté de symboliser par la couleur qui fait office de langage, si tu veux. Lorsque Cézanne est en face de la Sainte Victoire,
Et il dit je scrute mes sensations qui sont très fortes. Cézanne verra un accent. Bon, il parle de ses perceptions en réalité. Il est à la recherche de sa perception, celle qui s'est inscrite en lui et qu'il cherche au flanc de la montagne. Et quand il trouve les deux tons qui disent sa perception, là, il fait. Il ne parle pas, il fait. Ah, mais le langage et la parole, c'est pas pareil. Mais c'est pas un langage, justement. Non, on est d'accord. On est du côté de la pensée. On est d'accord. Le peintre ne peut pas dire. Si tu te mets à peindre, c'est parce que tu n'arrives pas à dire. Ça, c'est vrai. Cézanne d'ailleurs disait qu'il regardait très lentement la scène de victoire, des heures, Oui, et qu'à un moment donné, il lui tournait les dos pour peindre. le déclic, oui, c'est ça. Donc c'est bien qu'effectivement, il se référait à un ordre en lui de sensations qui était celle de la contemplation, Ouais. qu'il essayait de rejoindre. Et d'arriver à nous la mettre sur la toile. Mais c'est pour ça qu'on est arrêté par le Cézanne. Ouais. C'est Freud qui parle d'identité de perception. Qu'est-ce qui t'arrête devant un tableau? Ce que le peintre a pu symboliser, qu'il portait en lui, bah tu l'as rencontré, mais tu ne l'avais jamais nommé, tu ne l'avais jamais montré. Tu le retrouves. C'est le point du tableau qui t'arrête, il est là. C'est ce qui fait écrire de la musique, c'est ce qui fait peindre, c'est ce qui fait écrire, enfin, c'est ce point de réel que tu... Alors quand c'est du trop de jouissance et que ça prend une figure monstrueuse, ça nous emmène ailleurs, enfin, mais pas tous les créateurs sont aux prises avec des monstres. Et Hegel, par exemple, les philosophes, c'est-à-dire c'est le sens allemand de Begriff, ils disent que le concept, c'est toujours une espèce de prise sur le flux idéatif permanent, c'est vrai, dans la tête. Oui, ça n'arrête pas. C'est écoulement, et c'est une prise de forme, plus ou moins C'est provisoire. exactement ça. Et ça me fait penser à ce truc avec son petit sourire en coin que dit Einstein, on questionnait sur l'histoire du corps et de l'âme. Puis à un moment donné, il a dit, mais vous savez, le corps, qu'est-ce que c'est pour moi, physicien? Puis il a dit, nous sommes des configurations transitoires d'espace-temps. Voilà. Les configurations Transitoires. transitoires. Ça ne dure pas bien longtemps. C'est-à-dire que cette forme qui tient, qui est un peu prise, bah, alors, elle est reprise par ce flux. Alors on peut appeler ça l'entropie, tout ce qu'on veut, enfin il y a plein de noms là-dessus. Mais je pense que à t'écouter, les couleurs c'est quelque chose, d'ailleurs tu le disais très bien, il y a cette espèce de flux originaire, premier, et puis il y a des prises de forme là-dessus qui tiennent plus ou moins. Et aussi sur la projection du tableau qui vont tenir plus ou moins sur le tableau. Ce qui fait un bon tableau, puis peut-être un mauvais, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je vois, j'entends. Oui, moi je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Ça me fait penser à quelque chose à quoi j'avais jamais pensé. La comparaison entre la musique et l'utilisation de la couleur. Et ben, à la différence du langage, c'est que précisément, il n'y a pas d'intervalle. Il n'y a pas D'intervalle. Intervalle. Et c'est pour ça qu'on est dans l'archaïque. C'est parce qu'on est dans quelque chose qui est hors langage. Mais non, mais la musique, c'est un C'est langage. précisément quelque chose qui se déroule sans coupure, sans césure, sans séparation. Comment ça? La musique? Bah, la musique, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment vous entendez sa question, parce que Sur une partition. pour que ça fasse de la musique, il y a Intervalle, forcément des intervalles. l'expansion, enfin c'est que des ruptures. La sensation n'est pas scandée. Coupé. Il peut y en avoir, il peut y avoir des silences, il peut y avoir des choses comme ça. Ça fait partie de la musique. Mais dans la musique originelle, originaire, celle du chauffard par exemple, Oui, elle le est son totalement continue. Totalement continue. On n'entend rien. Je ne sais pas comment s'introduisent les césures qui vont faire du symbolique, parce que c'est ça l'histoire, c'est comment tu en prends conscience. Si c'est continu, tu n'en as pas conscience. Ben oui, c'est à partir du C'est à silence. partir du moment où il y a du silence, Oui, ou de la césure, que ça devient une forme à ce moment-là. Absolument. On est d'accord. En un sens, pas une forme. Mais la forme, elle fait sens. Pas forcément. Pas forcément, mais elle peut pas, tu peux pas faire sens sans forme. Je veux dire.
L'informe ne fait pas sens. Tu le déduis du sens. Précisément. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Parce que quand tu écoutes Bacon, il raconte comment il travaillait, puisqu'il essayait de faire sortir la figure du chaos, provoquer le chaos. Il jetait de la peinture sur la toile, il faisait des marques au hasard jusqu'à ce qu'un accident de peinture l'arrête. Disant, tiens, là, il y a un début de quelque chose, et il construisait la figure autour de l'accident. Ça, c'est quand il se donnait la peine de travailler, parce qu'après, et comme tout le monde, il avait trouvé un truc. Bon. Il avait trouvé le Mais champagne. dans toutes les têtes qui ont précédé le pape, là, hein, elles sont faites comme ça. Et j'ai fait l'expérience par curiosité, puisque j'étais très intéressé par ce qu'il racontait. Un jour, je me suis mis à balancer des touches. Et j'ai vu un début de tête. J'ai continué le tableau et je me suis dit, c'est Abouzette. Abouzette, c'était le Soudanais qui m'a servi de nounou. C'était un monsieur qui faisait 2 mètres. Donc j'avais le portrait d'Abouzette devant moi. Je lui ai mis une djellaba à rayures. Et 2 jours plus tard, j'ai appris qu'Abouzette venait de mourir. Oh, Incroyable. Donc on ne sait pas par où ça passe. C'est... Je peux le prendre. Et tu fais pas référence à la théorie des couleurs de Klee? De qui? Klee, Paul Klee. Ben, j'ai essayé de voir comment il faisait tenir debout son truc. Et pour moi, parce que c'est un musicien, Klee. Donc il a dû retomber sur ses pattes, mais moi je n'ai pas trouvé mon compte. J'ai plus affaire à quelque chose d'une pensée mystique, si tu veux. Mais comment il s'appelle Je n'ai pas relu dernièrement. Non, moi j'adore Klee, il a un humour fabuleux, c'est un très très grand peintre. Mais ce qu'il a théorisé par écrit, je me retrouve avec les histoires de gens qui développent des histoires de cinématique ou de synergie. Kandinsky me pose le même problème. Quand tu dis comment il fait tenir debout son affaire. Miro, pareil. Miro. Oui, c'est leur truc personnel. C'est spatial. Ça n'a pas de valeur au sens universel du terme. J'ai essayé d'objectiver ça, moi. J'ai pas de théorie personnelle sur la chose. Moi, je peins parce que ça me... Voilà, c'est pour pas devenir fou. Hein.